Ben, ça n'est pas une place de choix. Elle n'est pas très confortable, je vais être honnête avec toi. C'est une place qui est assez inconfortable parce qu'en fait, on est souvent entouré de médecins qui connaissent beaucoup mieux le sujet que nous. Il y a des coûts d'entrée importants pour essayer de travailler sur un domaine précis parce qu'il faut connaître un petit peu le contexte. Et par ailleurs, les médecins ont souvent eu, pour certains d'entre eux qui sont médecins de santé publique, une formation en économie de la santé. Et du coup, avec un an d'économie de la santé, mais ils considèrent souvent qu'ils sont finalement mieux à même d'éclairer le décideur. Et de fait, on trouve souvent dans les milieux décisionnaires plutôt des médecins de santé publique qui ont une formation en économie que des économistes. Et du coup, c'est vraiment compliqué de faire comprendre que l'économiste, dans une formation comme on le fait à Paris 1, c'est-à-dire vraiment depuis la première année jusqu'au niveau du master, apporte quelque chose de différent et de fait c'est un peu ce que j'essaie de faire avec d'autres personnes ici, faire en sorte que la valeur ajoutée des économistes soit reconnue en tant que telle. Je pense que vraiment la barrière principale, c'est l'idée en fait que les économistes sont là pour faire des économies. Il y a un gros malentendu sur ce que c'est que l'économie de la part de tous les professionnels de santé, pas seulement les médecins. Je pense que les directeurs d'hôpitaux, par exemple, n'ont pas beaucoup de formation économique, ils sont surtout des financiers. Au sens comptable du terme. Et du coup, quand un économiste arrive, on pense qu'il va juste chercher à minimiser les coûts. Il n'est pas du tout, finalement, dans la définition et la mesure de la valeur ajoutée d'une nouvelle technologie. On est persuadé qu'il est vraiment dans la recherche de la minimisation des coûts et qu'il va faire des économies de court terme. Donc ça prend beaucoup de temps pour faire comprendre que l'économiste peut s'intéresser au long terme, peut y compris suggérer d'acheter une nouvelle technologie parce qu'elle aura une valeur ajoutée importante, faire en sorte que les économistes soient présents pour mesurer cette valeur ajoutée, ce delta, et puis que les économistes puissent s'intéresser par exemple aux questions d'inégalité, surprend souvent le milieu qui a tendance à penser que ce sont les sociologues qui s'intéressent aux inégalités, pas les économistes. Et donc pour faire comprendre ce que peut apporter l'économiste, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est effectivement très important que d'adapter les outils d'analyse de l'économie pour faire en sorte qu'on prenne en compte justement la valeur de la vie humaine. On n'est pas obligé d'utiliser des analyses coûts-bénéfices comme on peut le faire dans le transport, parce que là on peut vraiment utiliser des outils comme la valeur de la vie statistique. En santé, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on a quasiment le patient face à soi, donc il n'est plus un individu statistique. Et on est amené à travailler sur d'autres outils. On a développé des outils qui permettent au moins de pondérer la durée de vie, qui est un indicateur de résultat important et qui est principalement utilisé par les médecins, avec une autre dimension qui est celle de la qualité de vie. Parce que les économistes ont beaucoup travaillé avec les patients et on se rend compte que pour les patients, la qualité de vie, c'est très important aussi. Du coup, on a produit un indicateur qui s'appelle le QALY, Quality Adjusted Life Years, qui permet justement de pondérer la durée de vie par la qualité de vie, donc de l'ajuster, et donc de prendre en compte ces deux dimensions, pas seulement la durée de vie. Donc on a été amené à raffiner les outils, à développer des outils qui d'ailleurs intéressent maintenant le transport. Il y a vraiment des échanges entre l'économie du transport et l'économie de la santé qui sont très intéressantes du point de vue méthodologique et du coup je pense que ça fait partie des choses qu'on a envie de développer, que de réfléchir à ce que finalement les domaines d'application peuvent apporter les uns aux autres. Et là dans le domaine de la santé, on a été amené à réfléchir à beaucoup d'indicateurs de qualité de vie, de mesures de bien-être, donc on est beaucoup dans la mesure du bien-être, pour montrer qu'on n'est pas seulement sur une seule dimension qui serait la durée de vie, sachant que sur certains médicaments, c'est vraiment pas tant la durée de vie que la qualité de vie qui est importante. Typiquement,
bien sûr, le médecin est le décisionnaire principal puisque c'est lui qui va prescrire le traitement, mais il est aussi celui, dans les commissions d'évaluation que l'on trouve par exemple à la Haute Autorité de Santé, il est aussi celui qui va décider si une nouvelle technologie doit être mise en place et remboursée par l'assurance maladie. Et donc du coup, c'est vraiment important qu'on documente la dimension durée et qualité de vie, puisque, in fine, il y aura un avis qui sera porté par des commissions et qui vont décider si oui ou non un produit est remboursé. Donc du coup, tant qu'on n'a pas documenté les préférences des patients par les méthodes expérimentales qui sont développées soit dans des laboratoires, soit sur le terrain, et qui permettent vraiment de ramener sur le devant de la scène les préférences des patients à l'égard de différents traitements plutôt que celles du médecin, et c'est ce travail que font les économistes, entre autres, mais je pense qu'on éclaire mal la décision. Donc là, c'est un exemple très concret de la façon dont l'économiste, qui se préoccupe des préférences des patients, leur donne une voix pour pouvoir s'exprimer dans l'arbitrage qui est fait in fine par le médecin, d'une part de rembourser au niveau national, puis de prescrire au niveau décentralisé. Typiquement, la façon dont on procède, c'est soit sur des données existantes et on va faire de l'économétrie comme ça se fait dans d'autres domaines d'application, soit on va procéder par des questionnaires, c'est souvent le cas, soit on va procéder par la réalisation d'expérimentations de laboratoire, où on va utiliser finalement les méthodes de l'économie expérimentale pour essayer de faire révéler un certain nombre de préférences. Alors je te donne un exemple tout de suite. Là, on a obtenu un contrat de l'Institut de recherche en économie et en santé publique, l'IRESP, pour travailler sur les déterminants comportementaux du non-recours au dépistage organisé, donc gratuit, pour le dépistage du cancer du sein. On pourrait s'attendre, dès lors qu'il est gratuit, qu'il est organisé, que toutes les femmes qui sont la cible de ce dépistage se rendent à ce dépistage. Et il s'avère que assez souvent, on a, y compris par rapport à d'autres pays européens, un taux de recours qui est assez bas. Et donc du coup, on va travailler en économie expérimentale avec Jean-Christophe Vergniaud et avec d'autres pour essayer de comprendre les motivations, l'attitude face au risque, l'attitude face à l'information, l'importance finalement que l'on accorde au fait de contrôler ou pas certains paramètres de sa vie. Donc tout un ensemble d'éléments de l'économie comportementale que l'on va tester en expérimentation et puis qu'on va compléter aussi par des études sur des questionnaires auprès d'un certain nombre de femmes qui ont pu avoir déjà donc un cancer et auxquelles on va poser bien sûr des questions comme on le fait dans toutes les méthodes qualitatives qui reposent sur des questionnaires. Il m'a semblé, pour avoir travaillé dans d'autres domaines d'application de la science économique, en particulier l'économie du travail, il me semble que ça paraît plus naturel à l'économiste d'être dans le domaine du travail ou dans le domaine des transports que dans le domaine de la santé. J'ai l'impression que la légitimité de l'économiste est plus compliquée à asseoir et que de fait, ça demande une capacité de communication, je pense, de la part des économistes, et c'est une condition nécessaire. Et lorsque j'essaie d'inciter des étudiants à embrasser ce champ d'application qu'est l'économie de la santé, qui souffre aujourd'hui d'un manque cruel d'étudiants et de jeunes formés dans ce domaine, je leur dis de manière très claire qu'il va falloir faire un travail de rapprochement, de communication, pour que le clinicien n'ait pas l'impression finalement qu'on va faire le travail à sa place, qu'on est en appui, bien sûr, parce que c'est lui qui a la connaissance médicale, mais qu'en même temps, ça n'est pas à lui de faire le travail et que c'est à l'économiste de faire sa partie. Donc c'est un tandem, mais c'est pas, je dirais, la chose la plus naturelle, parce que les cliniciens sont très habitués à faire de la recherche. Du coup, au moment de faire une recherche qui implique une partie économique, ils ont un peu tendance à penser que finalement l'économiste fera la partie chiffrage des coûts. Et donc là, il y a un gros travail pour faire comprendre que l'économiste est légitime à travailler sur la valeur ajoutée et la mesure de la valeur ajoutée, pas seulement la mesure des coûts.
Il y a de nombreux moyens de rapprocher. Je pense que lorsqu'il y a des appels à projets où les décideurs, dans ces appels à projets, essayent d'indiquer des sujets sur lesquels ils souhaitent que les chercheurs puissent travailler, ça c'est une méthode très efficace. Il y en a d'autres. Par exemple, celui que j'ai privilégié, qui est la mise en place d'une chaire à l'École d'économie de Paris, qui est une chaire en économie de la santé, qui est financée par l'Assistance publique hôpitaux de Paris et qui a été mise en place il y a 1 an et demi à la demande de son directeur général Martin Hirsch, de façon justement à avoir une structure qui soit à l'interface entre le décideur lui-même, mais beaucoup d'autres, puisque à l'assistance publique, il y a tous les directeurs d'hôpitaux, mais il y a aussi tous les cliniciens qui prennent des décisions au quotidien dans différentes instances de décision importantes. Et donc cette structure est à l'interface entre cet ensemble de décideurs très vaste, 55 000 personnes à la paix, donc c'est énorme. Et puis des économistes qui font de la recherche, sachant que, le sentiment que j'ai eu un petit peu, c'est que dans le domaine de la santé, on avait d'un côté le sentiment de la part des décideurs que l'économie c'était compliqué, que ça allait prendre du temps, que ça coupait un peu les cheveux en quatre et que finalement la réponse n'était peut-être pas si compliquée que ça. Et que c'était pas toujours scientifique, ce qui m'a beaucoup surprise. Il y a vraiment une culture ou une compréhension de l'économie qui ne lui donne pas ses lettres de noblesse au sens d'une science économique. On le perçoit un peu comme une forme de rationalisation ex post d'une décision qui a été prise à l'avance. Et donc on est content de voir l'économiste aller dans le même sens que ce qui avait été au départ pressenti. Sauf que ça ne va pas toujours dans ce sens-là, donc ça peut être compliqué de répondre à la demande du décideur. Et donc une structure qui est à l'interface, qui va mettre autour de la table vraiment une vingtaine de personnes qui sont pour moitié des décideurs, pour moitié des chercheurs, devrait permettre de faciliter le lien, parce que d'un côté, les décideurs vont se rendre compte qu'on s'intéresse à des questions qui sont leurs problématiques, et puis du côté des chercheurs, pas seulement les économistes d'ailleurs, les sciences sociales en général, on va peut-être se poser les bonnes questions et on va essayer de répondre aux bonnes questions plutôt que de les imaginer dans son coin. Donc quelque part, ça va être evidence-based policy et puis evidence-based research. Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais c'est pas le seul moyen. Il y a beaucoup d'autres façons de rapprocher le décideur de l'économiste, mais je pense que ça ne viendra pas tout seul. Ça demande un vrai travail je dirais, de communication des deux côtés.